Tout pour investir, le coffre-fort. Eh oui, dans le coffre-fort, il y a de la stratégie d'investissement. Et puis, il y a aussi du décryptage des tendances longues de l'épargne. Alexandre Leng et Wendy Souvanarat de Carré Partners. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Avec nous en plateau. Alors, on va peut-être faire... Oh, vous savez quoi, on va faire un bilan. C'est la semaine. Mais non, mais on a une super enquête de l'AMF sur les comportements d'investissement. Qu'est-ce qu'il en ressort? Quels sont les 2-3 principaux enseignements quand vous faites un petit peu le bilan de cette enquête? Écoutez, ce qu'on voit dans l'enquête, c'est que les Français investissent davantage. 61% des Français détiennent au moins un produit d'investissement non garanti. Donc on entend par ça notamment des actions cotées, non cotées, voilà, à profil de risque sensible, on va dire. Voilà, donc tout sauf les placements garantis que peuvent être livrets A, les fonds euros, etc. Donc l'intérêt pour les placements est aujourd'hui à un niveau qui est important, même si on a encore 39% de Français qui n'ont investi dans aucun placement non garanti et qui n'ont de l'argent que dans des comptes d'épargne. Alors, c'est vrai que plus on progresse et plus on parle dans cette émission des comportements d'investissement des Français, on tombe sur une sorte de paradoxe. C'est-à-dire que, globalement, on a des Français qui demandent beaucoup de disponibilité, beaucoup de liquidité, etc., qui en même temps veulent de la performance, mais qui se disent: moi, c'est pas grave si ça gagne pas trop, l'important c'est que ce soit disponible. Alors même que, si on investit sur le temps long, encore une fois, le risque est votre ami, vous pouvez le lisser, vous pouvez faire de la DCA, il y a plein de dispositifs qui vous permettent de gagner de l'argent sans prendre trop de risques. Mais ça, les Français, ils sont pas encore très sensibles. Vous pensez qu'ils nous écoutent pas assez dans tes pays, qu'il n'y a pas encore assez de culture financière? Alors, j'espère qu'ils nous écoutent. En tout cas, on y contribue là aujourd'hui. Moi, il y a un point qui m'a vraiment interpellée dans ce baromètre de l'AMF, on avait un chiffre qui ressortait, c'est 39% des Français qui nous indiquaient penser bien connaître l'investissement, les placements financiers de manière générale. Là, ça reboucle avec ce que vous disiez. Ouais. Et pourtant, lorsqu'on leur posait les 3 questions que je vais appeler fondamentales ou basiques sur l'investissement, eh bien malheureusement, on tombe à 13% seulement qui nous apportent une réponse correcte. Et donc là, on voit bien, vous avez appelé ça un paradoxe, on a une dichotomie énorme entre le ressenti des Français et la réalité de leur culture financière. Et je vais même ajouter un point, alors absolument pas d'offense pour vous messieurs, mais cette dichotomie est renforcée chez les hommes, puisque l'étude nous montre aussi que les hommes ont tendance... c'est pas moi en tout cas, c'est l'étude, c'est l'AMF qu'il faut appeler. Mais effectivement, les hommes ont tendance à survaloriser leur connaissance de l'investissement. Je vois bien j'ai fait du long short cette année sur le marché, alors que on est à moins 30, alors que... Et ça fonctionne pas forcément, exactement. Oui, forcément. À l'inverse, pour les femmes, elles ont tendance à se sous-valoriser. Et finalement, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que 13%, c'est pas beaucoup. Et donc, on a encore un grand chemin à faire dans l'éducation financière. On y contribue encore aujourd'hui. Et qu'attention, parce que parfois, on pense que le frein, c'est l'ignorance. Et en réalité, le frein, ça peut être aussi la surconfiance. On pense bien connaître, et en réalité, non. Tout à fait, c'est ça. Alors, notre rubrique, ça s'appelle le coffre-fort. Alex, qu'est-ce qu'on met dedans? De quelle manière? Et comment on gère les choses, là, maintenant, à l'heure actuelle? Écoutez, je pense qu'il faut qu'on revienne un peu à la pyramide de Maslow de l'investissement. Je sais que Wendy, tu en parles souvent, mais il faut effectivement voir les placements en fonction du risque et du rendement. En général, à rendement important, risque important, horizon de liquidité plus long. Vous en parliez tout à l'heure. Plus on va placer longtemps, plus on va accepter d'immobiliser son argent sur des placements long type private equity par exemple, mais également d'autres actifs alternatifs, plus on va aller chercher du rendement. Mais ça s'accompagne d'un risque. Oui, absolument. Si je peux dire un petit mot sur cette pyramide de Maslow. Moi, c'est un sujet dont je parle quotidiennement avec mes investisseurs chez Carré, honnêtement. J'adore me dire, la pyramide de Maslow, elle nous dit, on couvre d'abord ses besoins essentiels. On veut se nourrir, se loger, être en sécurité. Et plus on augmente dans cette pyramide, plus finalement, on va aller chercher de l'épanouissement un peu plus global. Et bien, c'est pareil dans l'investissement. Commencez par votre matelas de sécurité. Alors, ça peut être de 3 à 6 mois de salaire en fonction des personnes et de votre situation. Allez ensuite chercher de l'immobilier. Généralement, c'est le premier investissement des Français. On va chercher sa résidence principale.
bourse en plus en ce moment. Exactement. Oui. Et puis ensuite, on commence à réellement investir des liquidités. Et là, l'exemple typique, on est sur de la bourse. Alors c'est naturellement plus risqué, on va toucher à un risque de perte totale ou du capital ou un minima partiel, mais on a de la liquidité. Et puis enfin, on va toucher ces actifs que moi j'adore appeler sophistiqués. Et donc on va toucher à de la crypto, à du crowdfunding ou encore au private equity. Alors moi qui me tient beaucoup à cœur, qui est donc la fameuse classe d'actifs qui est à plus 12,4% par an sur les 10 dernières années, qui est celle qui surperforme un peu, qui peut même aller d'ailleurs jusqu'à 30% si on touche les licornes, finalement, ces boîtes qui sont beaucoup plus matures. Donc en fait, l'idée c'est que évidemment on va chercher plus de performance vers le haut de la pyramide, c'est naturel, mais pour autant évidemment en face il y a aussi un risque et une question à se poser sur la liquidité. Oui, mais voilà, et ça suit un petit peu cette réflexion, c'est-à-dire que l'épargnant peut être très attiré par les rendements extraordinaires du private equity, on est d'accord. Maintenant, on mélange les torchons et les serviettes. Oui. On mélange des actifs qui sont liquides, des actifs qui sont pas liquides, des actifs qui sont un petit peu liquides sous certaines conditions. Voilà, faut pas non plus se tromper quand on fait une sorte de banc d'essai des actifs qui marchent bien. Ouais, déjà, effectivement, les actifs souvent sont comparés soit sous la forme du rendement, soit sous la forme du multiple, mais souvent, on va pas tout remettre en regard. Donc, l'horizon de placement et effectivement la liquidité. La liquidité, donc la capacité à revendre immédiatement ses actions, c'est censé se pricer, ça a une valeur, c'est censé être rémunéré par un rendement. Plus on immobilise l'argent, plus on devrait avoir droit à un rendement important. Parfois, on voit effectivement des multiples. Vous allez voir effectivement que tel fonds vous délivre un multiple de x2. Alors x2, c'est très bien, ou ça peut être en fait médiocre. x2 sur 10 ans, ça fait du 7% par an. x2 sur 5 ans, ça fait 15%. x2 sur 2 ans, ça fait plus de 40%. D'accord. Voilà. Comme typiquement la performance, c'est cette performance des licornes américaines dont on parle souvent, 30% annuel sur 10 ans, ça fait du plus de x10. Donc vraiment, ça c'est un point, c'est toujours comparer déjà les comparables, mettre la durée en face, les durées, les rendements, et avoir tout ça sous les yeux. Et puis derrière, le risque. Et ça, on aime bien effectivement en investissement, que ce soit coté, non coté, aller chercher les asymétries de rendement. Qu'est-ce que c'est les asymétries de rendement ? Eh bien, c'est quand on va trouver un risque qui est rémunéré plus que ce taux d'échec. Je vous donne un exemple. Vous investissez dans des startups très jeunes. Vous avez 5% de chance que ça aille au bout. Donc 95% de chance que ça marche pas. Si les 5% vous délivrent un rendement de x5, l'équation, en fait, elle est négative. Oui, à l'inverse, vous investissez sur un panier d'entreprises plus matures, sur lesquelles finalement il y en a une peut-être qui va tomber, et le reste, va vous délivrer un rendement peut-être de 20-30%. Là, votre équation, elle est positive. Le rendement va surcompenser le risque. Mais voilà, pas mélanger les torchons et les serviettes, essayer de faire des vrais comparatifs. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Alexandre Leng et Wendy Souvanarat de Carré Partners.